Hey, salut à tous. Je suis super content d'être là ce soir dans ce studio. Je n'avais pas encore essayé. Yes. C'est la première pour moi dans ce studio, donc ça c'est très chouette. Je suis pas tout seul. On est bien accompagné. Je vais te laisser te présenter et puis ensuite vous allez pouvoir tous vous présenter. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, je m'appelle Nicolas Villon. Je suis intervenant à Rubica en texture pour les 4e et 5e années. Mais je suis aussi et avant tout un infographiste 3D en texture surfacing pour la boîte Digital District, essentiellement sur Paris. Voilà. Ok. Et nous avons donc des étudiants avec nous. Bonsoir. On va demander à Garance. Bonjour, je m'appelle Garance, je suis étudiante en 5e année en animation 3D. Voilà, je sais pas quoi dire. Ok, ça marche. Au fait, le son est bon. Dis-moi si le son est ok pour vous. Oui. Et donc, nous avons... Et du coup, moi, c'est Théo. C'est pareil, donc 5e année animation 3D. Et on fait donc nos films cette année. Donc, on prend une petite pause pour faire de la texture avec ces beaux hommes. Oui. Merci. Merci, ouais. C'est très cool. Merci d'être Écoutez, dites-moi si tout va bien au niveau de la technique, si au niveau du son, c'est toujours OK. Je vois pas le chat. Attendez, hop, je vérifie qu'il y a des gens qui répondent pour être sûr que tout va bien avant de commencer à discuter. Hop, ça va peut-être arriver. Hop, je vais mettre mon téléphone comme ça. En tout cas, nous, on est prêts. On va essayer de se parler un petit peu de la texture. Alors déjà, on va parler avec Nico un petit peu de ce qu'il fait lui. Parce que, avant tout, on a invité Nico et les étudiants. C'était pour aussi se dire, quand on est professionnel de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est quoi qu'on nous demande ? Et voilà, tu vois, ce genre de choses où les gens aimeraient bien savoir, en studio, qu'est-ce que tu fais ? Ouais. En studio, après, je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés sur la texture un peu partout. Mais moi, en règle générale, c'est surtout surfacing réaliste. Et pour la publicité, le long métrage, un peu de clip aussi. Et voilà, donc pas mal de recherches aussi de matière pour des trucs un peu futuristes ou même C'est très différent de faire de la texture pour le réalisme et pour le non-réalisme. Il y a quasiment des genres différents ou pas ? Ouais. C'est surtout là, oui, il y a quand même pas mal de films qui sortent, qui sont où on a pas mal d'exemples et qui montrent bien en fait qu'il y a quand même une spécialité, je pense à mon avis, qui se développe là-dessus, quoi, sur le stylisé. Après, en plus, j'imagine que après, avec la mouvance un peu arcane, tout ça, on est en l'exemple arcane, il est là. Ouais, l'exemple arcane est plutôt. On le voit beaucoup sur les films aussi, même les films d'étudiants. C'est quand même une ref et un exemple. En fait, ils veulent un peu tous aller par là. Ouais. Donc du coup, sur ton taf de manière générale, lorsqu'on te demande de faire quelque chose, c'est donc de la pub, du film comme tu me dis. Donc en général, c'est directement sur un objet, genre sur un asset, ce qu'on appelle. Ouais. On te dit, on veut cet asset-là dans tel tel environnement, telle matière. Souvent, le réal a une idée bien conçue, bien en tête. Et il y a d'abord un travail de modélisation par des collègues, et puis dès qu'ils ont validé la modé, elle m'arrive, ils m'envoient ça et je travaille ça. Je prends du coup les différentes refs qui me sont fournis quand il y en a, et sinon après il y a de la recherche. Et du coup, mon travail consiste du coup à amener au plus près de la ref mon travail et l'image finale en fait, l'objet final. Justement, au niveau des refs, c'est toi qui choisis ou c'est les réels qui choisissent ? Comment ça se passe ? Les deux, en fait, ça peut être. Après, il y a toujours moyen de faire des propositions. Mais après, c'est toujours le réel qui a le dernier mot, quoi, forcément, quoi. Mais oui, parce que lorsqu'on dit je sais pas, je prends ce casque là, parce qu'ils sont sur un casque, ce casque il nous faut dans telle circonstance, et j'aimerais qu'il ressemble à ça, donc il est en métal, etc. Ouais. Et là, j'ai envie de savoir, c'est toi-même t'amènes des propositions avec tes refs à toi en me disant je verrais bien un casque comme ça, etc. Ou ils arrivent directement avec un lot de propositions en mode tu vois, je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, et c'est beaucoup plus directif. Moi, c'est ça qui m'intéresse.
Non, en fait, il y a vraiment de tout. Hein. Il y a vraiment des réalisateurs qui arrivent avec une idée de l'objet ou de l'environnement, parce que c'est aussi de l'environnement que je travaille pas mal l'environnement aussi. Et même avec le chef d'éco, les machins, ils ont tous, il y a tous des rêves. Il y a toujours une discussion qui est faite avec les chargés de prod qui sont en fait qui travaillent avec nous, qui sont en fait des gens qui vont gérer le projet. Côté graphiste, et en fait ils vont faire le tampon entre les graphistes et le réalisateur et l'équipe du film. Et bref, donc tout ça pour dire que les refs, il y a une base de refs qui est donnée souvent par le réalisateur, et ensuite à nous de chercher aussi, par exemple, des refs de cuir, des refs de machines, des différentes matières, et on fait des propositions. D'accord. Voilà, et après même on amène, et puis on finit l'objet, et puis le ref il fait non en fait ce serait peut-être mieux comme ça, voilà. Puis, donc il y a un rebond, il y a la discussion est toujours voilà, c'est toujours ouvert. Antoine, juste pour te dire, j'ai pas le retour du chat, donc n'hésite pas s'il y a des questions. D'ailleurs dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Notre cher Antoine qui est là et que vous ne voyez pas nous donnera les questions. Les hommes de l'ombre. Et aussi, n'hésitez pas à follow la chaîne, ça fait toujours, c'est toujours cool pour ici, pour les étudiants et pour vous, hein, pour que tout le monde soit au courant. Donc, on va donc repartir un peu sur la texture. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ton travail, oui. C'est l'ambiance générale quand tu es dans la texture. J'imagine que, alors je sais pas, ça dépend, moi je connais pas bien dans la boîte dans laquelle tu es. Est-ce que tu es dans un secteur où il n'y a que des gens qui texturent, ou est-ce que genre tu es au milieu, je dirais, de tous les autres, avec des gens qui font du rendu, de la modé, de l'anime? Ça dépend des studios. Ouais. Donc c'est un grand studio, je me rends pas compte. C'est un gros studio, mais c'est surtout des open space en fait. Donc on est vraiment mélangé, enfin on n'est pas mélangé. Souvent, ça peut arriver qu'on soit par groupe de films, enfin par film en fait. Ok. S'il y a un long métrage, souvent c'est regroupé. Pour la communication, voilà. J'imagine. Pour la com, tout ça. Après, moi, ça fait un petit moment depuis que je suis parti. Je travaillais sur place. Ouais. Et je me suis mis intermittent des spectacles. Et je travaille de chez moi depuis que j'ai D'accord, tu es en remote. Donc je suis en remote depuis 2009. Ouais, ça fait un petit moment déjà. Moment. Après, j'y vais de temps en temps aussi, mais voilà, il va falloir. C'est un bon sujet aussi pour qu'on sache d'ailleurs, oui. Et alors, j'imagine que la boîte doit bien te connaître pour te laisser travailler depuis longtemps à distance. Hein. Je travaille avec eux depuis 2006. J'ai fait 3 ou 4 ans en CDI. Ouais, ça fait 20 ans que tu travailles. Oui. Donc, ancien élève de Supinfo comme Robica, forcément, de l'ancienne. Tout à fait. Et ça va faire 20 ans cette année. Ouais. Ok. Et donc, le fait de travailler d'ailleurs en remote, c'est un petit peu différent parce que tu n'es justement pas au milieu de l'open space. Et ça suppose que... du coup, ça te pose pas de problème de pas avoir justement cette communication avec les autres? Si, ça pose des problèmes. Il faut essayer malheureusement, on embête les gens un peu plus parce qu'on est toujours à demander, soit par téléphone, mais surtout par messagerie, Discord ou autre, on utilise pour parler et demander le plus d'informations possible parce qu'on n'est pas dans la pièce et effectivement, on n'a pas ce rebond. Voilà, quand il y a une discussion, on l'entend pas ou alors c'est en visio, quoi. Mais bon, ça peut poser des soucis. Voilà, après moi ça fait un petit moment que je le fais, donc j'ai mes habitudes. Mais je crois que ça peut pas aller à tout le monde en fait. Tout le monde n'est pas à l'aise là-dedans parce que voilà, c'est compliqué. De toute façon, travailler seul, on s'est déjà dit, ça reste un truc un peu compliqué. Bon. Je reviens sur la texture parce que la texture, c'est quand même, il y a une grosse partie technique, mais il y a une grosse partie artistique de fait, parce que tu peins malgré tout pas mal de choses. Substance, c'est le logiciel que tu utilises, je sais, le plus, mais tu n'utilises pas que ça. Non, j'ai utilisé Marie aussi. Marie, je peux l'utiliser aussi. J'ai donné des cours aussi sur Marie ici. Mais sinon, à la base de tous ces Photoshop quand même, ou les Photoshop-like, comme Krita, je crois. Ou GIMP, mais bon voilà, GIMP c'est vraiment ça remonte un petit peu. Remonte un peu. Alors justement, on va revenir un petit peu historiquement, c'est intéressant. Pourquoi aujourd'hui, globalement, on est passé sur des logiciels du type Substance, Marie, et donc évidemment ça n'existait pas à l'époque, il y a 20 ans, quand on était sur Photoshop. Mais quel est vraiment l'apport des logiciels comme Substance par rapport à ce qu'on faisait avant?
Avant, moi, je m'en rappelle, toi et moi, voilà, on avait nos UV et on peignait sur Photoshop et qu'on sort. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que les logiciels du type Substance, Marie sont arrivés et que du coup, maintenant, ça ne nous viendrait même pas à l'idée de revenir sur Photoshop. Alors, c'est quoi l'apport déjà de ça? Bah, déjà, Photoshop, je l'utilise même moi, je l'utilise encore, oui, bien sûr. Parce que c'est toujours intéressant de pouvoir travailler une matière à plat en fait, ou même je sais pas, un logo ou quelque chose. Et voilà, donc c'est Illustrator, Photoshop et les likes, ça reste toujours utile et il faut faire feu de tout bois et vraiment utiliser tout ce qu'on a sous la main, quoi. Maintenant, la question, c'est surtout pourquoi on n'utilise plus Photoshop beaucoup moins, en tout cas, beaucoup moins. Bah parce qu'avec les outils comme Substance, après ça reste toujours, ça a été racheté par Adobe. Ça amène quoi en fait d'utiliser Substance? Tu peux rentrer dans les choses très travailler sur les objets en 3D en vue, comme là ils sont en train de le faire. Avant, en fait, avec les UV, enfin avec Photoshop et quand il n'y avait pas ce genre de soft. Comme Substance ou même Marie, on prenait notre objet 3D dans notre scène 3D. Donc 3ds Max ou Maya ou autre. Et on capturait, on faisait une photo, en gros, pour le faire vite, on faisait une photo de nos UV, c'est-à-dire l'objet déplié comme un patron, en 2D, et on l'amenait dans Photoshop, et on avait donc nos... Théo, est-ce que tu peux montrer les UV, s'il te plaît? Voilà, ça c'est la cage d'UV. Est-ce que tu peux montrer le wireframe aussi, comme ça on voit un peu le... Si tu tout plies... On met tout en mode, tac. Et donc là, c'est en bleu. Remonte un peu le potard pour l'opacité du wireframe. Comme ça qu'on voit bien le... Voilà, bon là... Voilà, donc ces objets-là, à droite, donc l'objet est déplié comme un patron, comme un tissu, ou comme... voilà. Et donc on prenait ça en photo, on l'amenait dans Photoshop et on venait amener nos différentes matières à la mano. On remplissait au pinceau, tout ça, dans Photoshop en 2D, tout en gardant en tête... justement, quel aspect ça aura dans le soft final, dans le soft 3D au final, quoi. Du coup, tu es d'accord avec moi que la plus grosse problématique qu'on avait, c'était les coutures? Ouais, les coutures, alors on a toujours mais c'est beaucoup moins casse-pied. Juste pour expliquer ce que c'est qu'une couture, en fait, parce couture que c'est pas forcément clair. La couture du V, là, je te laisse t'expliquer, ça correspond à quoi, en fait? Ça correspond à quoi? C'est juste quand on découpe, il y a des moments, en fait, des objets cylindriques par exemple, on est obligé de les découper pour les mettre à plat, et donc il y a un endroit où il y a une couture, parce que pour le mettre à plat, voilà, c'est comme, je sais pas moi... On est obligé de couper un objet pour le mettre à plat, tout simplement. C'est ça, en fait, et donc du coup, effectivement, dans Photoshop, derrière. Voilà, c'est ça. Photoshop, ça raccorde pas forcément, parce qu'il faut caler un pixel à droite comme le pixel à gauche, et donc du coup, c'est là qu'on avait des problèmes de couture. Substance nous aide. Dans quelle manière? Parce qu'on peint sur l'objet 3D. Tu peins sur l'objet 3D et tu repères où est ta couture, parce que tu as quand même des coutures UV. Tu vois ta couture UV, tu sais où tu l'as mise d'ailleurs. Et sur cette couture, on peut, avec des outils comme le tampon ou autre, on va pouvoir venir gommer cette couture. Elle n'apparaîtra plus, mais en live et en 3D, sur l'objet 3D. Ouais, donc c'est quand même beaucoup plus facile de travailler aujourd'hui. Bon, ça amène pas que ça, le logiciel 3D, notamment Substance. Ça amène un confort de travail, certes, mais ça amène tout un nouveau niveau, je dirais, de procédural notamment. Oui, aussi, ouais. Par exemple, aujourd'hui, quand tu veux faire un acier, un métal quelconque, j'ai l'impression que la procédure, elle est très différente qu'à l'époque. Ouais. À l'époque, moi, quand j'ai essayé de faire un métal, je mettais du gris, et puis je commençais à faire quelques tâches, etc. Puis ensuite, il fallait travailler la brillance. Donc, je revenais sur Photoshop, je le mettais ensuite sur Maya ou autre. Oui, il fallait faire toujours des allers-retours entre le soft 3D, le rendu et avec les smart materials et de manière générale avec la vue en direct, on a quand même un retour qui est beaucoup plus fidèle tout de suite. Oui, on a un retour. Et c'est surtout qu'au départ, on n'était pas en PBR, en fait, ce qu'on appelle donc Physical Based Rendering, qui utilise c'est différents noms et c'est différentes couches, différentes channels pour la couleur qui est la base color. Avant, on utilisait la diffuse le plus souvent. Comme moi, j'utilisais... donc, c'était... on avait diffuse, glossiness... Oui. Spéculaire. Donc, en gros, les reflets étaient traités en 2 étapes, alors que maintenant, avec le PBR, c'est traité en une seule étape, avec la roughness
Et la MetalNES aussi, mais bon, ça c'est encore un autre truc, on en parlera peut-être après, justement sur les exemples avec Garance par exemple qui bosse sur un truc réaliste, un style réaliste. Et donc en gros, donc tout ça déjà, c'était un gros changement. Et c'est ce genre de soft qui ont amené ces changements-là, parce que c'est une autre manière de travailler, donc il fallait s'adapter. Okay. Et donc du coup, il y avait plus de textures à faire, et dans Photoshop on faisait plusieurs textures à la fois, on faisait pas plusieurs textures à la fois justement, c'était une à la fois, donc la couleur, après la spéculaire, c'est ça, après la glossiness, après le bump, et ensuite la normale. Pour voir tout ça compilé, il fallait évidemment tout brancher dans un shader sur un logiciel 3D. Ensuite, on regardait, mais bien sûr, il fallait avoir fait déjà toutes les textures. Donc, savoir un peu à l'avance comment il fallait fabriquer les textures, puis le remettre sur un logiciel, puis revenir dans Photoshop, etc. Exactement. Ces étapes-là ont été modifiées grâce à l'apport des logiciels 3D comme Substance, Mari, parce qu'on voit en direct ces étapes-là. Du coup, quand tu peins quasiment en même temps les différents niveaux. Voilà, on peint les différentes matières, on peint la matière en ensemble, c'est-à-dire on va peindre la couleur, le volume aussi, donc les normales et le displacement, on va le travailler en même temps. La roughness aussi, vraiment tout en même temps, tout ensemble, plutôt que de tout en séparer comme on faisait. C'est un gain de temps et puis c'est vachement plus fun aussi. Surtout pour les détails, j'imagine qu'aujourd'hui, faire des détails... j'ai pris un objet métallique parce que ça me semblait le plus opportun. Mais en fait, c'est vrai que sur les objets métalliques, on voit tout de suite les détails. Tu viens mettre un creux... C'est compliqué à régler aussi. Et c'est compliqué à régler. Donc du coup, tu viens mettre un creux, tout de suite, tu vois la lumière qui se pose, tu viens mettre une bosse. Et donc là, avec ces logiciels-là, aujourd'hui... tu as l'impression de déformer les objets et de voir tout de suite l'effet. Oui, c'est ça en fait. Photoshop et autres, à l'époque, tu fais un trait, il fallait le brancher, il fallait faire un autre trait, vérifier. Souvent, on écrasait en fait la main. On faisait la première texture, on la branchait dans le soft de 3D, au max, dans le shader. Donc le shader, le système qui compile tout. Et on mettait nos différentes maps, nommées comme il fallait. Et puis après, dans Photoshop, on écrasait tout de suite l'image. On travaillait dessus et on avait le résultat, pas tout de suite, mais voilà, on repartait dans le soft 3D, on lançait le rendu et on voyait. Donc du coup, voilà, ce qu'apportent aujourd'hui les logiciels 3D et Substance. On parle de Substance là aujourd'hui, mais Mari, ce sera pareil. C'est vraiment cette immédiateté par rapport au travail. Et on voit tout de suite ce qui va arriver. Et on peut commencer vraiment à travailler dans le détail, etc. Mari, qui est un logiciel aussi très différent pour le coup, il est utilisé pour les mêmes choses ou ça change de sujet? Ça change de sujet en fait quand même. Après, les deux softs au départ, ils essayaient de se courser. Ils faisaient un peu la course quand même aux différents trucs, mais c'est pas du tout la même façon d'aborder les choses en fait. Tu vois. Pas la même philosophie. Non, parce que Mari, ça va être de la projection essentielle. Bien sûr qu'il y a tout un pan de texture qui permet de faire de la procédurale comme dans Substance. Mais il y a vraiment un truc en projection en fait, soit en cam map parce qu'il y a tout un système avec caméra que tu peux créer dans Mari pour projeter sur un décor. Et donc du coup, j'ai l'impression que grâce à ça, ils s'en servent beaucoup pour tout ce qui est créature, humanoïde, tout ce qui est. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de painters, entre guillemets, de gens qui peignent sur Mari que sur Substance. C'est pas vrai, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que les textures qu'ils font sont très paint souvent. Par exemple, Ankama, Arkane, ils font du Mari pour leur texture. Alors qu'on pourrait penser au départ, d'ailleurs, tous les étudiants pensaient aussi que c'était du Substance. Et non, c'est du Mari. Parce que là, en fait, il y a déjà. Bon, après, ça, ce sera. Je leur laisserai le soin de répondre un jour, voilà. Parce que je connais pas vraiment de gens qui ont bossé là-dessus en texture. Mais je pense qu'en termes de qualité de projection et de même de sortie, de ce qu'on sort, les images ou les textures qu'on sort de Mari. Elles ont une qualité. On peut vraiment monter en fait dans le.
on peut en 8K, II et 16 ou autant. Après, c'est toujours plus compliqué pour le soft. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est que j'avais l'impression qu'il y a certains softs quand même qui laissent la main plus au Paint. J'ai l'impression que Marie fait partie de ces softs-là. Oui. En fait, ce qui est marrant dans Marie, c'est que ils ont repris le principe des années 50 où les gens peignaient sur des vitres. Ouais, c'est ça. Ils peignaient sur des vitres et ensuite, ça faisait les matte painting. Et en fait, c'est vraiment ce principe-là. Tu peins sur ta vitre et pouf, t'appliques à la fin. Et ça laisse quand même la place à l'artistique, j'ai l'impression, avant tout. C'est vrai. Ouais. Alors que Substance, qui, dès le départ, avait ce concept de procédural, en fait. Ouais, très jeu vidéo aussi, enfin, accès aussi au départ, vidéo. Très jeu vidéo, Marie, ingérable, je pense, pour un projet jeu vidéo, parce que voilà, ça sert à rien. L'idée, en fait, de Marie, à la base, c'était aussi, je pense, en tout cas, moi, je le voyais comme ça, c'est vraiment la qualité de ce qu'on sortait, aussi bien en Paint qu'en réaliste. Et pour tout ce qui est créature, matière réaliste, ça peut être bien aussi de travailler là-dessus. Et pour tout ce qui est masque et tout, il y a vraiment un sacré taf. Et c'est un super bel outil. Mais il est vachement plus lourd. Pas lourd, enfin lourd en termes techniques, mais à prendre en main, c'est beaucoup moins friendly en fait. Oui, c'est moins accessible. C'est moins accessible, c'est sûr. Ouais, mais sinon, voilà, les deux softs, ils se valent pas. Ils ont chacun des domaines de prédilection. C'est ça. Et je pense qu'ils sont vraiment tous les deux hyper intéressants à utiliser et avec lesquels travailler, quoi. Parce que des beaux outils en tout cas. On va se tourner vers vous. Ouais. Dites-nous, vous pouvez nous dire un petit peu. Là, on fait des petits. On vous a amené ici, puis vous faites votre paint et tout. Tu as commencé par Garance. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais là, d'accord. Et qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ok. Alors, pour commencer par ce que je fais, du coup, je vais vous montrer mon petit PureRef. Parce qu'on commence toujours par travailler avec des rêves. Toujours avec les rêves, toujours. Toujours. Du coup, c'est un casque, enfin, ce qu'on fait comme objet, c'est un casque mérovingien, viking, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que ce serait sympa d'imaginer un casque qui a bien morflé, quoi. Un casque, il a été abandonné par un soldat, il est resté là pendant un petit bout de temps. Du coup, j'ai fait un test il y a quelques jours pour que ça ressemble à ça. Ok. Donc ça, c'est déjà un test. Ouais, ça c'est un test que j'ai fait hier. Ok. Et du coup, j'ai mes petites refs. Mais je me suis dit que ce serait sympa de modifier ce que j'ai déjà fait. Donc, je vais rajouter... en fait, je vais rajouter beaucoup de rouille, etc. Je veux que le métal, on sente qu'il est bien vécu. Peut-être que si c'est un viking, je sais pas, il a pris la mer, il y a des embruns. Ça attaque le métal. Et après, ça va bien rouiller. Et ce serait peut-être sympa de rajouter du cuir. Du coup, je suis en train de faire... Ça, pour savoir, c'est un vieux casque de vélo. Mais je vois avec les trucs là. Mais je trouve ça fou. Et là, j'ai un vieux casque d'aviateur. Ok, avec le vrai cuir qui a vécu. Et là, quoi. je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein de différentes nuances. Ça sent bien la peau. Ouais. Alors, moi, j'aimerais une question. Toi, tu as appris Substance ici, à Rubika. Là, maintenant, tu as ça et tu te dis, bon, je commence par quoi? Comment tu fais pour commencer? Moi, je commence... D'ailleurs, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Je fais un blocking. Donc, je commence en fait en me disant, je veux que, par exemple, cette partie-là, elle soit une sorte de laiton orangé. Donc, je mets direct mon laiton orangé. Ok. D'abord, je commence par un métal classique parce que finalement, c'est ça. Je fais un casque qui est d'abord en métal. Et ensuite, je rajoute mes différentes couches. Et là, mon cuir. Ah oui, le cuir est là, ok. Le cuir est là, je vais venir petit à petit l'abîmer, etc. Là, je vais venir beaucoup le jaunir, rajouter pas mal de rouge autour des edges. Parce que c'est ce qu'a tendance à faire le cuir. Et moi, ce que j'aime bien, justement, c'est que c'est un millefeuille. J'aime bien, parce qu'en fait, c'est ultra logique. Le concept, tu veux dire. Le concept, c'est ça, c'est qu'on se dit, mais c'est un objet, ok, c'est quoi l'histoire de l'objet? Et du coup, je me retrouve souvent à parler en cours, ce qui rend mes voisins complètement fous, et me dire, non, mais là, en fait, tout ce qu'on texture a une histoire débile, parce qu'en fait personne va le savoir à part moi que c'est un casque, il a voyagé sur la mer du Nord et après il a été abandonné dans un coin dans une cathédrale parisienne. Personne, tout le monde s'en fout, mais pas moi ça m'intéresse. Mais en même temps c'est ce qui permet de dire il a pris des rayures, il a été jeté au sol, donc du coup il y a des impacts, donc du coup tu travailles dans cette dynamique là en fait. Exactement, en fait il y a ce que je trouve chouette, c'est que on se laisse un peu emporter, quoi. Il y a un gros dialogue interne tout le temps.
Est-ce que techniquement, l'apprentissage de Substance a été compliqué? Techniquement, Substance, c'est assez simple. Surtout que nous, on a commencé Substance quand on était déjà en 3e année. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, ok. Petite vérification. Ok. Mais du coup, on avait déjà fait du Photoshop. Oui. Et comme ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on fait, en fait, c'est du noir et blanc. Tout ce qu'on fait, passe par des informations en noir et blanc. Noir, ça veut dire qu'il n'y a pas de données. Blanc, ça veut dire qu'il y a des informations. Ok. Et le fait de savoir... moi, avant de rentrer à l'école, je ne savais pas faire de peinture digitale, par exemple. J'ai jamais fait de Photoshop. Même à l'école, j'en ai pas fait beaucoup. Mais pourtant, le principe de... On fait des couches, on fait des layers... C'est Photoshop. C'est Photoshop, exactement. Et du coup, c'était pas très compliqué parce que tout est venu s'inscrire dans la même logique. Et donc, en fait, ça va. Alors que Marie, typiquement, j'ai eu beaucoup plus de mal. Oui. Parce que, alors pourtant, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Parce que tu l'as pris en nodal aussi, Marie. Oui. Parce non, que on n'a pas fait que du nodal, on a commencé gentiment. Ouais. Mais justement, c'est un système de layer. C'est un système de layer. Mais c'est ça. Mais en fait, je sais pas, Marie, c'est moins intuitif quand on a commencé par Photoshop. Ouais, on l'a dit, c'est moins accessible comme ça. Et puis même, il y a des... En fait, c'est une fois que tu as commencé... On n'a pas fait beaucoup de Marie, on a fait, je pense, 6 mois en tout. Et Marie m'aime pas aussi. Moi, j'aime pas trop Marie m'aime pas, c'est réciproque. Et donc, du coup, je trouvais que c'était beaucoup plus dur, en fait, tout simplement, de justement venir ajouter des couches, quoi. Alors, une question par rapport du coup à ça. Est-ce que c'est un métier qui t'intéresse au final? Moi, c'est un métier qui m'intéresse parce que c'est sans fin. Je sais pas, il y a plein de choses à faire tout le temps. Il y a plein de styles différents possibles. En fait, c'est pratique la texture. Moi, je trouve que c'est sympa, en fait, aussi. En termes de workflow, comparé à d'autres étapes de la production, je trouve que c'est sympa. Oui. T'as pas de rush de fin. Ouais. Oui, c'est... T'en as, mais c'est jamais... T'es pas le VFX artiste qui se retrouve à devoir simuler tous les cheveux pour l'envoyer. T'as moins de problèmes, moins de soucis qui te tombent dessus, moins de soucis techniques. Des fois, voilà, c'est la bulle d'air des fois quand tu pars faire la texture. En fait, moi j'aime bien parce que du coup, c'est pas une pause non plus, c'est beaucoup de taf. Mais en fait, il y a une logique qui s'obéit à elle-même. Alors que parfois, par exemple, le rendu... C'est pas mon univers. Je regarde toi parce que c'est toi qui nous as appris à faire des rendus. Mais du coup, le rendu, moi, il y a trop de paramètres en fait à prendre en compte. C'est très, très technique de ce point de vue-là, alors que la texture, c'est fait avant tout pour exprimer quelque chose de concret, de paint, de rapide. Et tu as un espèce de résultat un peu immédiat que tu as du mal à voir en rendu. Et je pense que nous, c'est particulièrement le cas parce que du coup, on a appris sur Substance. On a fait 1 an ou 2 sur Photoshop. C'était beaucoup moins fun. C'était pas cool. Surtout que c'était la fin de Photoshop et donc ça crachait tout le temps. Dès qu'on voulait sortir une map de normal, ça prenait 3 jours, quoi. C'était horrible. Mais moi j'aime bien la texture. Ok. Bon, c'est chouette. On va se tourner vers Théo. Oui. Bon. Du coup, on a fait exprès un petit peu de se dire, tiens, tu pars pas forcément sur un truc réaliste, tu vois. Et écoute, dis-nous un petit peu ce que tu fais et comment tu vois les choses. Enfin, comment tu pratiques ça comment et t'aimes faire ça comment? Alors, moi, en termes de workflow, c'est à peu près la même chose que Garance. J'ai moins le côté, pour ce style-là particulièrement, le côté histoire du truc, parce que en fait, ce style-là particulier, c'est un peu Warhammer, World of Warcraft, donc c'est très jeu vidéo. Donc il y a l'histoire du jeu vidéo par là, mais il y a le côté d'histoire donne un degré de réalisme qui du coup peut venir en fait et match plus au style que Garance fait là actuellement, clairement, réaliste, que celui que moi je fais là maintenant. Mais dans le principe de manière de travailler, c'est vraiment la même chose. On récupère énormément de références pour pouvoir s'aiguiller, que ce soit en termes de couleurs, de style. Donc là, vraiment, j'ai pris tout ce qui était là, par exemple, Warhammer, des cases vikings un peu plus colorées et moins dans la matière évidente. Par exemple, on pourrait penser que c'est un casque cristal ou diamant comme ça, donc c'est pas exactement le métal. C'est pas le même traitement réellement, que du reste. Après, il y a juste, je t'interromps 2 secondes. Toi là, vous avez tous les deux le même casque.
Et la complexité pour toi là-dessus, c'est que c'est une modélisation plutôt réaliste, justement. Ouais, voilà. Et que là, on le voit de toute façon par rapport à tes exemples ou à tes refs. C'est justement pas une. Il faut souvent une modélisation qui accompagne tes textures, quoi. C'est ça. Voilà. Bah, par exemple, là, on a un casque beaucoup plus. Les edges et tout, elles sont vraiment plus c'est très facetté. Les proportions, elles sont assez. C'est chunky, quoi. C'est très gros. Là, par exemple, on aurait un petit barbare qui aurait ce casque-là, par exemple. C'est très. Mais c'est dans le principe, c'est exactement la même chose de faire des masques. Bah là, je pense que vous avez vu, j'ai fait quelques masques ici, donc c'est à peu près la même tête que ce que fait Garance. Mais pour ce style-là, par exemple, c'est beaucoup moins dans les détails fins. C'est vraiment beaucoup plus des formes très générales. Vu que c'est pour du jeu vidéo, il y a aussi une question de netteté, de qualité de texture qui de par le côté 2D aussi, vidéo, le côté 2D c'est beaucoup plus peint, c'est des choses un peu plus générales et vraiment dans la forme générale. Alors j'ai une question, juste interromps aussi. J'ai une question vraiment autour de la qualité des maps, justement. Je me demande, est-ce que le fait de faire des choses moins réalistes, du coup tu sors des maps qui sont moins grandes ou moins détaillées, où tu n'as pas besoin, ou quand même tu as besoin d'être méga grand, méga détaillé. Je pense que ça dépend énormément du but et de vraiment le moyen, le média. Parce que par exemple World of Warcraft ou League of Legends, vu que les personnages dans le jeu sont très petits en soi, on n'a pas besoin en fait d'avoir une texture très détaillée. Alors que si on prend The Witcher ou God of War, c'est déjà on voit en fait la qualité, donc il y a besoin de quelque chose de plus gros. Donc c'est pas forcément lié, mais c'est devenu, je pense, un style de par en fait la nécessité d'avoir des textures moins lourdes et de moins bonne qualité. C'est devenu en fait un style, et donc ça serait peut-être déstabilisant, par exemple, de voir quelque chose comme ça avec des ultra détails extrêmement fins. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc, dans ton paint, en fait, tu fais attention à ce qu'il n'y ait justement pas forcément trop de certains détails. Ça, mais par contre, le trait en lui-même et le paint peut être sorti en gros. Bien sûr. Il y a aussi l'échelle là aussi à travailler, à voir un petit peu. Là, par exemple, cette espèce de cuir là que j'étais en train de faire, si je le passe par exemple en quelque chose de beaucoup plus de plus haute qualité, tout de suite ça va donner un côté plus réaliste, et c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pas ce qu'on veut pour ce style là, voilà. Et donc le garder en moins bonne qualité, je trouve, donne un petit effet plus World of Warcraft comme ça, ou Warhammer, mieux avec le style de mon C'est ça. Voilà. Donc du coup, c'est quoi tes étapes de travail là? Alors moi, donc pour ce casque-là, j'ai d'abord séparé en zones. Donc au début là, quand je faisais mes super petites couleurs, c'était en gros on peut sélectionner dans Substance les îlots UV, on va dire. Donc en gros, chaque petit bout comme ça, c'est un bout qu'on a découpé sur le modèle. Donc là, par exemple, c'est... Je t'arrête parce que j'ai une question sur le chat qui est en rapport avec ça, du coup. Okay. Donc du coup, donc la question c'est, et pour avoir un UV map propre, vous utilisez aussi Substance? La question. Ok, alors, donc normalement non. Les UV, en fait, on peut les faire... il y a plein de softs qui les font, que ce soit Blender, ZenBrush, Maya. Nous, dans ce qu'on a appris et notre workflow, on utilise surtout Maya, essentiellement Maya. Comme ça, en fait, on peut... c'est vraiment un soft qui est dédié pour les étapes de modeling, et aussi pour pouvoir faire de la préparation de texture. Du coup, tu modifies pas, on est d'accord, les UV dans Substance? Non. Donc, non. D'ailleurs, on ne peut pas, je pense. C'est pas possible. Tu peux juste les créer en démarrant ton projet. Ouais. Mais c'est aléatoire en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses. Ça fait partie du boulot pour moi
de texture, en fait, c'est de préparer le surfacing artist. Il est obligé il doit faire ses UV maps ou ses UV pour justement travailler. Du coup, ça se pense en amont. Là, par exemple, pour le casque, justement, tu parlais de sélectionner les îlots pour pouvoir justement, j'imagine, peindre. Donc, tu as, entre guillemets, pensé en amont. Bien sûr. Alors, normalement, quand on fait, si le texture / surfacing artist est aussi le modeleur, c'est beaucoup plus simple de penser soi-même en amont. Donc là, par exemple, de séparer les zones ici de l'intérieur du casque, on va dire. De la base les bonnes aiges et tout. C'est ça. Donc de bien faire les cuts d'UV ici. Et séparer bien la croix de cette espèce de couronne ici, et les boutons, tout ça. Mais si la personne qui fait le surfacing est différente de celle de modeling, dans un projet en tout cas, on a souvent une bonne communication. Enfin, il faut avoir une bonne communication pour pouvoir, si besoin, faire des allers-retours, et toujours le modeleur demande à son surfacing artiste qu'est-ce qui peut t'arranger, comment est-ce que tu veux bosser, est-ce que tu as besoin que je découpe d'une certaine manière. Surtout si on fait des vêtements, par exemple. Où c'est extrêmement utile d'avoir les coupures UV, là où il y a vraiment les coutures de vêtements. Pour de vrai, évidemment. Pour ça a avoir, été cousu, en fait. C'est ça. Et surtout quand on a énormément de maps préfaites avec des patterns comme on a là, par exemple. Ça se fait tout seul, en fait. Et on peut les créer soi-même, bien sûr, hein, mais ça avance. D'accord. Alors, je réponds juste à Bloxil, du coup, qui effectivement nous dit, du coup, vous utilisez aussi les logiciels comme Blender et Maya. Oui. Donc, du coup, évidemment, là, on est avec 2 étudiants de 5e année. Donc, en fait, leur cursus les a fait passer par beaucoup de logiciels, notamment Maya, qui a été un gros morceau et qui est toujours le gros morceau de leur connaissance. Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu donc Substance, il y a eu Houdini pour certains. Il y a tout un panel de logiciels qui ont permis justement de pouvoir parler de ça aujourd'hui. Mais Substance, c'est juste un des outils utilisés dans la formation et de manière générale dans toutes les formations 3D. Aujourd'hui, Substance, c'est juste inévitable. C'est le Photoshop de la texture, quoi. Et c'est exactement ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le Photoshop de la texture, quoi. C'est vraiment ça. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est... donc, en gros, tu te dis, bon, je vais essayer de faire quelque chose qui soit pas forcément réaliste, mais qui va avec une patte, donc tu vas essayer d'y mettre quelque chose. Par quoi tu commences? C'est quoi ton idée autour de, ok, je commence par quoi? Est-ce que, je sais pas, je teste des brushes, ou est-ce que... Dis-moi un petit peu, c'est quoi ta réflexion autour de ça? Alors, moi, d'abord, ce que je fais, c'est que je passe quand même un certain temps à ramasser des références et vraiment analyser comment elles sont... Enfin, qu'est-ce qui fait dans cette image-là qui est ce style-là. Donc là, par exemple, ce casque-là, c'est des gros aplats de couleurs, c'est une présence assez grosse de ce qu'on appelle la curvature. Donc c'est un masque qui prend en fait les changements de nivelé et sur un objet. Donc tu vas avoir un masque, c'est celui-ci par exemple. Donc là où c'est blanc, c'est là où c'est le plus creusé. Si je me mets comme ça, on peut bien voir. Et là où c'est noir, donc c'est là où c'est le plus le plus plat et c'est nivelé. Okay. Donc souvent je regarde, donc là pour ce style-là par exemple, on utilise énormément ce genre de masque-là pour faire ressortir ici les coins et les crevasses. Donc comme l'ambient occlusion qui fait du coup les ombres en fait propres que l'objet fait avec lui-même en fait. Dans les petits coins ici. Donc je passe énormément de temps à regarder tout ça et voir comment c'est fait, l'espèce d'entaille ici très, très géométrique qu'il y a souvent dans ce genre de style. Alors justement, l'entaille géométrique, ce serait pas plutôt de la modée? Alors on peut bien sûr la faire en modé. Donc lui par exemple, il a sûrement été fait en modé. Donc la différence avec la texture en fait, c'est que en modé en fait, on a vraiment le vrai volume. Donc niveau accroche de lumière, vraiment de silhouette, ça va énormément influencer. Mais aussi on peut le faire en texture. Et souvent pour ce genre de jeu où en fait l'avoir en vrai volume c'est beaucoup plus lourd. Donc on le fait en termes de maillage, donc on le fait souvent on le fait en texture directement et on a ce qu'on appelle la normale qui donne de l'illusion en fait du volume sans la lourdeur du volume.
Donc la normale, voilà, moi je fais ma petite, ma petite synthèse. La normale, c'est simplement une texture qui permet tout simplement de récupérer des informations de lumière qui n'existent pas sur le modèle. Donc par exemple, on a un creux et du coup on a des informations de lumière et on les colle sur un modèle qui est plat. Du coup, c'est un trompe-l'œil. D'accord ? C'est vraiment le fait de faire un trompe-l'œil. Donc, c'est vrai que dans les jeux, c'est une technique qui est utilisée depuis très, 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 très longtemps. En fait, ça a été vraiment leur technique depuis giga longtemps. Ouais. Ils utilisent des normales pour fausser, en fait, ce qu'on voit et pour que ce soit systématiquement du trompe-l'œil. Et en fait, ça ne trompe pas. Si vous regardez un jeu vidéo aujourd'hui, aujourd'hui, c'est moins vrai qu'avant, mais malgré tout, on peut le voir. Si vous regardez un personnage de près, vous allez voir que sur les côtés, en fait, il y a des facettes. Ouais. On voit bien les facettes, alors que quand on regarde bien devant, il est très très détaillé. En fait, ça prouve que l'utilisation de la normale a été extrêmement utilisée, et c'est normal d'ailleurs, c'est fait pour. Quoi. Alors du coup, nous, c'est normal. Et du coup, nous, on l'utilise. Oui. Et du coup, en Paint, tu l'utilises énormément. Je sais que même si tu travailles sur des films ou sur la pub, c'est quelque chose que tu utilises tout le temps. Ouais, souvent, on mixe le displacement avec la normale. Ah oui, displacement, éventuellement. Enfin, la 8 ou le displacement. Displacement, c'est ce qu'on va voir souvent, ce qu'on va sortir de ZBrush. Ouais. Les softs comme ZBrush. Et la 8, c'est un truc aussi de surfacing plus large, mais voilà, comme Théo montre, c'est entre les deux en fait. C'est moins précis que voilà. C'est surtout avec ZBrush qu'on va pouvoir faire du displacement. Et sinon, les normales vont amener tout ce qui est micro détail. C'est justement vu que c'est du micro détail, on va pas voir que c'est fake. On voit beaucoup moins facilement que c'est fake. Tandis que les gros volumes, les gros mouvements de volume fait en normal, là tout de suite on voit. Oui, d'accord. Donc la displace, ça va. Si je globalise, donc la displace, on va dire sur les gros volumes, et la normale plutôt sur les mini détails. Voilà. Et marier les deux en fait. Et on marie les deux pour que ce soit vraiment ensemble. Donc de ce que j'entends, et je le sais, mais c'est pour que ce soit bien clair, le niveau de connaissance qu'il faut avoir, ne serait-ce que pour peindre, parce qu'au final on parle de paint, mais est assez important. Puisqu'il faut savoir ce que c'est qu'une normale, il faut savoir ce que c'est qu'une display, il faut savoir ce que c'est qu'une modée, il faut savoir ce que c'est que faire des UV correctement. Donc c'est vrai que moi j'ai envie de te poser une question là comme ça, c'est qu'est-ce que finalement tu conseilles à quelqu'un qui ne connaît pas encore forcément la modélisation, en fait est très intéressé par la texture, et est-ce que il faut qu'il fasse tout le cursus entre guillemets, est-ce qu'il peut déjà commencer de telle façon? Qu'est-ce que tu conseillerais? Après, je pense que pour se former, il n'y a pas de secret. Je pense qu'effectivement, l'école, c'est cool parce qu'il y a vraiment tout. Mais il y a quand même... le métier, je trouve que le métier, même en 3D, même le truc généraliste, est toujours, on est toujours amené à chercher et à faire évoluer, en fait. Voilà. Et donc à apprendre par soi-même. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on apprend quand même avec l'école, mais c'est un truc, il faut aimer chercher. Et je pense que dès le départ, il faut avoir envie de tester des petits objets. On peut démarrer sans connaître tout à fait la 3D, mais je pense que c'est nécessaire. Ça paraît quand même assez indispensable. Ça semble, ça semble compliqué de ne pas avoir ces notions de base, entre guillemets, de qu'est-ce que c'est qu'un type de texture, qu'est-ce que c'est que des types d'objets, etc. Quand on s'entend parler, on se dit, bon, il y a quand même beaucoup de choses. Oui, après, puis c'est que dans des anglicismes, des mots. J'ai une question pour toi, Théo. Juste, imagine, tu as ce casque-là à faire, là. Combien de temps pour le finir? Ouais, pour aller au bout de ton idée. Ça dépend, en fait, si c'est comment dire, si c'est un truc aussi peu détaillé, entre guillemets, on va dire, si j'ai moins de détails fins à faire, personnellement, moi, je vais beaucoup plus vite parce que je réfléchis beaucoup plus dans les couleurs générales, ce que je veux comme temps général. Donc, je dirais, j'aurais une journée ou deux. 2 journées, ça semble bien pour obtenir quelque chose qui te convient. Souvent, on fait un premier jet, et si c'est dans un projet où on a un lead, en fait, donc quelqu'un qui va nous donner son retour et qui surtout va dire c'est OK, c'est bon. Souvent, on fait une première version, on le passe au lead, il nous dit qu'est-ce qu'il faut qu'on refasse, si c'est bien. Des choses qui collent pas du tout dans l'ambiance du film. Et du coup, on refait une autre version, et le processus-là, en fait, il se répète autant de fois que besoin.
Donc je dirais oui, avec des retours, 2 journées, c'est ça. D'accord. J'ai envie de te poser la même question, Garance, parce qu'on est sur quelque chose de plus réaliste, qui va demander peut-être des recherches différentes en termes de références, donc peut-être un peu plus de temps, j'en sais rien, je te demande. En fait, ça va dépendre aussi de je sais pas si on m'entend. Ouais, ça va dépendre de l'importance de l'objet. Okay. Parce que c'est un peu comme ce que disait Théo tout à l'heure sur le jeu vidéo. On a des objets qui sont stars, en fait. On a des objets qui vont demander beaucoup plus d'attention parce que, en fait, ils vont être tout le temps à l'image. Et il y a des objets où on s'en fiche un peu. Donc, si par exemple, ça, c'est un objet star, ouais, je pense que, du coup, on va dire 6 heures, 9 heures de travail. On va dire 2 jours. Entre un jour et demi. Entre un jour et 2 jours, c'est bien. Donc finalement, j'entends que finalement, malgré qu'il y ait 2 styles qui soient quand même assez différents, on a à peu près les mêmes retours de timing pour le faire. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de méthode de mise en place généraliste où on met en place quelque chose et ensuite, dis-moi, mais... c'est toujours exponentiel de toute façon. Ça prend du temps au départ parce qu'il y a toutes les recherches, les machins, la mise en place. Elle est hyper importante. Et même l'histoire, par exemple, tu vois, Garance, c'est nickel. Voilà, le réflexe que tu as eu, c'est de te dire voilà, une histoire, du machin et tout. Après, il y a d'autres façons de procéder, bien sûr, mais moi, c'est mon style aussi. Je me mets toujours une histoire en tête pour l'objet. Donc, il y a un cheminement qui fait que les recherches vont amener à l'objet. Donc, ça va être exponentiel. Du coup, ça va aller de plus en plus vite. Au départ, ça met un petit peu de temps à se mettre en route. Et puis après, après on accélère au plus vite, quoi. Puis justement, ce genre de soft permet vraiment d'accélérer l'exportation, la création des images finales pour les envoyer dans le soft 3D. Voilà, maintenant, c'est en un claquement de doigts et c'est parti quand on exporte les maps super facilement et super vite. Surtout, c'est pratique pour la suite. Oui. Parce que du coup, nous, on utilise Maya à l'école, mais c'est super pratique parce que l'étape d'après le texturing, c'est le shading. Et je pense que c'est compliqué, surtout quand on commence, de faire la différence entre les deux. Mais du coup, nous, ce qu'on a... Oula, c'est horrible ce que je suis en train de faire. Hop, on cache ça. Du coup, nous, par exemple, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on texture. Du coup, ça n'existe que dans ce logiciel. Et c'est un peu spécial. Si, par exemple, je fais un rendu, ça ne va exister que là. Je ne peux pas l'utiliser pour mon film. Et le fait de le brancher dans Maya, etc., ça va prendre énormément de temps. Et c'est une autre étape, et c'est d'autres compétences. Ouais, tout à fait. Et le fait que... finalement, je ne peux pas faire de rendu. Ça va. Si, c'est bon. Le fait que, par exemple, ce soit pratique d'envoyer ce qu'on appelle des maps, du coup, c'est des... Textures, quoi. Mais je veux dire, c'est des documents qu'il va après falloir brancher dans Maya. C'est des fichiers qu'il faut brancher un à un, ouais. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est super facile de remplacer. Si on a une bonne organisation, tout va vite. Ouais, et du coup, c'est ça, il faut un bon pipe. Donc ça, c'est clairement de l'apprentissage. Ouais, parce qu'il faut le faire au début, c'est ce que tu dis sur le lead, parce qu'en fait, c'est horrible si tu n'as pas de plan d'attaque. C'est compliqué. Et si en plus tu n'as pas de plan d'attaque et que toi tu fais un truc mais que ton pote il fait un truc complètement différent, c'est horrible. Du coup, il faut un plan d'attaque au début, sur ce qui arrive avant et après. Ok, j'enchaîne sur mes questions. Ouais. Je voudrais que tu resitues la texture dans la production. À quel moment ça arrive? Garance en parlait déjà un petit peu. Ça m'a fait penser à ça. Si on pouvait remettre ça bien dans le pipe, ouais. On commence par la modée, parce que avant il y a les dessins et tout ça, mais on commence par la modée. Simplement, il y a toujours des petits trucs, mais prévise, etc. Mais ça c'est avant. Mais modée, dépliage UV pour texture. UV, ouais. Alors les UV, qui c'est qui les fait? C'est celui qui texture ou celui qui fait la modée? Moi je suis partisan de celui qui texture. J'ai toujours mes questions, je sais que c'est toujours. Et après moi maintenant c'est des potes avec qui pour les modeleurs avec qui je travaille. Ils sont assez cool et je leur demande l'autorisation si je peux rajouter par exemple une edge ou deux par-ci par-là pour m'aider à placer mes UV ou mes coutures parce que des fois la plupart du temps ils m'autorisent. Donc ça veut dire quand même que quelqu'un qui texture doit avoir un regard particulier sur le dépliage, comme on a dit tout à l'heure, parce que les stratégies de Paint peuvent te demander de devoir rajouter des choses en fait, ou en enlever. Oui, ou en enlever. Et puis en fait, quand on fait, moi quand je bosse comme ça, quand je fais mes UV, au moment où je fais mes UV ou quand je suis en train de déplier,
j'ai un process de... Je commence à réfléchir à ce que je vais y mettre dessus. Quelle matière, le genre de matière. Mais là, je sais qu'il y a un texte qui va venir là, donc lui, je dois être bien droit, à l'horizontale. Je sais que ça va être du bois, donc je mets tous mes morceaux de bois et tous les objets qui seront en bois ou qui vont recevoir une fibre, un tissu, voilà. Je vais les mettre tous dans le même sens, même si en 3D, ils ne sont pas dans le même sens. Pourquoi ? Parce que si j'utilise une map procédurale avec des fibres genre verticales, j'ai juste à mettre ça sur tout l'ensemble et ils seront sur le bon axe. Le modeleur peut ne pas avoir cette stratégie en tête. Et donc, pas l'info non donc plus. Du coup, la communication, on en revient, mais c'est hyper important. Voilà. Donc on va dire, juste après la modé et les UV, c'est là qu'on met les textures. Ouais, texture, préparation shading, et là c'est pareil, dans l'autre sens, il y a un autre axe qui est hyper important, c'est donc la discussion, il y a la discussion modeleur-textureur et la discussion shading texture. Texture shading. Alors je vais alors ça je vais replacer le truc. Celui qui s'occupe du surfacing général est souvent celui qui va faire le shading d'un objet. Alors le shading d'un objet, ça va être de lui donner finalement sa brillance comme un objet qui est plus métallique, le bois qui va prendre des réflexions différentes, etc. C'est celui qui vraiment s'attache à donner la vie au matériel. Ouais. Donc métal c'est comme ça, bois c'est comme ça, de l'eau c'est comme ça. Et il récupère les textures qui sont issues de un textureur qui vient te donner des textures de substance, de mari. Ouais. Il le met dans son logiciel 3D. Avec son shader qui ressemble déjà à du métal, à du bois, à de l'eau, il vérifie que tes textures apportent bien ce qu'elles sont censées apporter et que lui, il se cale dessus. Ouais. Et donc, là, il peut y avoir du coup une communication parce que lui peut dire ce serait bien d'avoir ça, ou alors une autre couleur, ou j'en sais rien, des détails en plus, ou je ne sais pas. Et de l'autre côté, toi, tu peux dire oui, mais ce serait bien que tu mettes plus brillant ou plus, etc. Après, il y a tout un... Oui, ça c'est sûr, ça marche comme ça. Mais il y a aussi tout un système pas de pipe, mais genre, par exemple, les masques. Oui. Donc, gérer si, par exemple, tel objet ou ou tel endroit dans l'objet, parce que des fois, l'objet n'est pas découpé, genre, il y a un hublot, il y a un truc qui change de shader, mais qui n'est pas modélisé, ou qui doit avoir... En gros, on va lui créer des masques noir et blanc pur, et on va lui distribuer, justement, il peut l'utiliser pour distribuer différents shaders. Avec shader de verre, shader métal, shader machin, ou même shader tout et n'importe quoi. Mais voilà, donc ça peut être une demande tiens, est-ce que tu pourrais retoucher cette map-là de la roughness, donc pour tout ce qui était du reflet sur l'objet, parce qu'elle est un peu trop... Alors, mais eux, ils ont les potards sur les shaders, tu le sais bien mieux que moi même. Ils ont les potards pour baisser ou changer tout à la volée dans le soft 3D. Mais s'ils veulent du détail en plus ou des choses qu'ils ne peuvent pas ramener, souvent, on a une demande. Donc, il y a des allers-retours entre la modé et la texture, et entre le shading et la texture. C'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait des objets en 3D qui sont visibles dans un film, dans une pub ou dans autre, la texture ne fait pas tout, le shading ne fait pas tout, mais en fait, c'est un ensemble de métiers qui s'unit pour faire une image. Et c'est vrai que celui qui va faire le shading ne le fera pas tout seul. Celui qui va faire le lighting s'appuie sur celui qui fait le shading, etc. Et donc, il faut penser, je pense, très généraliste. Il faut communiquer au maximum. Et c'est pour ça qu'apprendre tout seul reste assez compliqué. Parce qu'il faut quand même... Alors, apprendre tout seul, c'est compliqué, mais aussi, tu n'as pas la communication. Donc, tu es obligé un petit peu d'apprendre tout en même temps pour que ta connaissance te permette de faire ça. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, quand quelqu'un a envie de faire de la texture, je lui dis, si tu veux faire de la texture, commence par regarder... C'est pas forcément le premier truc à tester, en fait. Il faut effectivement, je pense déjà la modé, c'est bien, en fait. Commencer à modéliser, à faire, à faire des trucs, et rester... en fait, je sais pas, c'est après... Le dessin, on a un peu ça aussi. Bien sûr, il faut dessiner un petit peu, mais avoir les volumes en tête, les machins, ça c'est pas mal. Le dessin, c'est quand même. Je pense que la patte du dessin est importante. C'est vraiment important. Quoi. Si vous avez, en tout cas, si vous avez déjà quelque chose autour du dessin, je pense continuer toujours parce que ça, c'est quelque chose qui aide énormément
Et ça vide la tête aussi. Ouais. Oui, ouais, tout à fait. Ça aide énormément, même pour sentir qu'une matière est mieux qu'une autre, au niveau du regard, au niveau de voilà. Il faut se rappeler qu'on fait un métier de l'image et que on est soumis à des regards très différents. Et donc, du coup, un réal peut venir te dire « Ah ouais, mais moi, j'aime pas, en fait, tout simplement ce que tu as fait. » Même, c'est pas méchant, mais c'est juste qu'il aime pas. Il faut pas le prendre personnellement. Il faut pas le prendre personnellement, quoi. C'est juste, il s'attendait pas à ça et c'est pas évident. Parce que tu connais mieux que moi ça, il y a plein de réals qui viennent te dire « Ah ouais, mais tu vois, moi, je m'attendais ça plus, vachement plus froid, bleu. » Alors que toi, tu as fait un truc shiny, machin. Ouais, puis animé aussi. Et puis, tu mets un peu de toi et tu es là en mode « Pourquoi il me dit ça? Il aime pas ce que je fais. » Non, attends, on n'en est pas là, quoi. Voilà, mais c'est intéressant parce que les gens qui nous suivent vont aussi se demander est-ce qu'il faut être voilà, il faut pas trop s'accrocher non plus à ce qu'on fait, mais il faut y donner le maximum de ce qu'on a. Donc du coup, continuer à dessiner, continuer à regarder des choses. Bon, il y a énormément aujourd'hui de choses à regarder, des tutos, des gens qui font des choses très intéressantes, des artistes. Vraiment, on pouvait là pour le coup, vous avez avec YouTube, vous avez une audience. Enfin, c'est quand même très. Alors, je vais regarder un petit peu. Il y a 2-3 questions. Alors, est-ce que ça arrête de devoir dessiner des motifs, genre sur une pierre, ou alors de texture consiste juste à manipuler le logiciel pour colorer de manière plus uniforme? Il y a quand même beaucoup de création. Hein. Le logiciel, je pense qu'on peut le manipuler comme ça, juste pour voilà, changer des couleurs, genre de choses, mais c'est pas fait pour. C'est pas oui, on peut, mais c'est pas le fond de commerce du truc, quoi. Non, c'est vraiment dessiner, amener des. Alors ouais, c'est ça. Mais c'est Painter, hein, donc le nom Painter, ça apporte. Voilà, bien sûr qu'il y a de la procédurale et que on peut. C'est pas juste un truc de presse-bouton. Parce que déjà, on doit, comme on disait tout à l'heure avec Théo ou Garance aussi, il faut vraiment avoir un regard sur les différentes, se poser les questions, avoir un regard sur les différentes matières, utiliser les procédures à la bonne escient, ça c'est sûr. Donc les trucs, les algorithmes qui peuvent faire les crevasses par exemple ou le cuir, tout ça c'est sûr. Mais à côté de ça, il faut venir peindre, dessiner ou cacher, peindre les masques. Ça, c'est un truc que je faisais beaucoup aussi dans Photoshop. Ouais. Je me rendais compte que le travail de texture est passé, en tout cas pour mon boulot, il passait énormément par le masque en fait. Et donc je passais beaucoup de temps à venir peindre dans mes masques. Noir et dans du blanc. Marie, c'est pareil. Du noir et du blanc, et comme ça tu montres ou tu ne montres pas une autre texture. Voilà, avec le X. Ouais, tout à fait. X pour swapper entre le blanc et le noir. Ouais. Et ça, ils ont gardé le X ça c'est bien ça. Dans Substance. Et je pense que dans Marie aussi, ils ont ça. Le X, le raccourci X pour swapper entre le noir et le blanc. Et donc on peint sur le masque pour cacher. Hop, on fait X, on reprend le blanc, on refait apparaître. Et c'est vraiment un travail de paint en fait. Du coup, une autre question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de texturer des choses animées, des textures animées? Non, texture animée, c'est assez rare. Et Substance sait faire ça ou pas? Il est capable de faire ça? C'est une question. Je crois qu'il y a un système avec un soft qui est attenant qui est Play. Mais c'est vraiment pas le fond de commerce encore une fois de Substance, quoi. Je pense pas que ce soit un truc. Alors moi je réponds pour Marie parce que je connais aussi un peu Marie, donc oui, sur Marie il y a ça. On peut faire des textures animées, tout ça, mais c'est encore une fois pas du tout quelque chose de normal, entre guillemets. C'est pas le truc qu'on fait tous les jours. Ça arrive une fois, 2 fois en quelques années, tu vois. Ouais. C'est vraiment le truc, voilà. Moi, je sais que ça existe, mais c'est pas un truc que j'utilise régulièrement. Mais c'est une bonne question, parce qu'effectivement, c'est des trucs sur lesquels on va réfléchir. Après, si c'est de la procédurale, maintenant, on va beaucoup plus être amené à travailler des masques dans Houdini, par exemple, ou même dans Maya. Et les animer dans Maya ou dans Houdini directement, voilà, et pas s'embêter à faire le truc en map dessiné soi-même, quoi. Voilà. Alors, je pense que c'est ça. Ouais, je vois que tu précises ta question effectivement sur les motifs. Tu parles de glyphes ou de runes, mais je pense qu'on a répondu. Hein. Il faut peindre. Il faut peindre. Donc Substance est là vraiment pour avant tout peindre. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment y mettre le paint, quoi. Il faut y mettre le pinceau, il faut dessiner. Et on peut amener des images aussi. Hein. On peut amener des images. Et d'ailleurs à ce sujet-là, les images, parce que effectivement c'est un sujet qui est très intéressant. Marie est bien plus preneur d'images que Substance. Projection d'images. À cause du système essentiellement principal. Ça, moi, pour moi, je l'utilisais beaucoup pour ça. Et oui, projection d'image, tu prends ton image, tu la projettes sur l'objet,
Et tu valides avec un bake. Exactement. Bon, il y a aussi, ils ont fait un système pour ne plus avoir à baker en fait. Oui, dès le début, ils avaient fait ça, mais moi je l'enlève. Et en fait, oui, parce que c'est pas le. Là, pour le coup, on peut pas revenir. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut pas revenir redéformer ce qu'on peint. Ça. Si c'est validé en fait. Donc en je pense qu'il faut le retirer ce truc-là. Moi c'est ce que j'ai fait. La première chose qu'on m'a dit c'est tu vas dans Marie, tu enlèves l'autobec et tu te mets en. Faut le trouver, hein, parce qu'il est bien et plaqué. tu te mets en bake and clear. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc du coup ça veut dire quoi? En gros ça veut dire que tu peins sur ta vitre, ton objet 3D il est devant. Et tu peins. Et puis tu peux, grâce à plein d'autres outils, déformer ton paint, tirer, pousser, etc. Jusqu'à ce que tu sois content. Tu peux même zoomer dans ton objet 3D, le paint reste là sur ta vitre et à la fin tu fais vas-y, bake. Et ça c'est vraiment une force qui est très différente dans Substance. Là c'est la force de Marie, je dirais. Et c'est ça qui a fait un petit peu la renommée. Il faut savoir que Marie a été quand même fait à la base sur le premier Avatar. C'est Weta, exactement. Ouais. C'est Weta avec. C'est Weta qui a fait Marie. Bah en fait, l'histoire de ça, ça m'étonne pas en fait. C'est un peu obscur le truc. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que à cette époque-là, Foundry, on connaissait pas trop en fait. Ou c'était une boîte. Alors je sais pas si c'était Weta même ou quoi ou d'autres gens. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé en fait de faire un soft qui leur permettrait dans le premier Avatar notamment de peindre la forêt. Parce qu'en fait, les arbres, il y en avait tellement, il y a trop de choses et ils pouvaient pas en fait déplier et tout faire et donc ils ont projeté. Attends, alors Avatar... ils ont mis les perces, ils sont mis dans la perce et ils ont peint. Mais c'est ce que tu dis sur le matte painting. C'est ça, exactement. Mais tout s'explique. Voilà, d'où le principe de projection en fait. Voilà, c'est ça. Okay. Donc c'est là où la force d'un soft comme Marie va vraiment être intéressante, où tu as une forêt en fait, une image qui est pas forcément d'ailleurs toujours forcément animée, mais elle était là et il y avait trop de choses à l'écran. Et donc du coup ils ont peint en projection. 2009, du coup tu pouvais pas faire ça par exemple avec des stand-in ou quoi que ce soit. Non. Okay. Non, enfin, il y avait d'autres systèmes, mais c'était quand même très lourd. Donc du coup, il fallait projeter. Donc, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, petite promo, j'ai vu les bonus de Avatar 2. Ouais. J'ai vu 3 heures de bonus. Oh, wow. C'est autant que le film, en fait. Ouais, j'ai presque préféré les bonus, mais bon, c'est oufissime. À voir absolument, c'est incroyable. Enfin, j'ai Cameron au secours, quoi. Et Weta, aujourd'hui, ils en sont bien loin parce que maintenant, ils ont un système pour faire littéralement pousser leurs arbres pour Planète des Singes. Donc, on est loin des projections. Il y a eu la conférence de Houdini. Je crois qu'on est parti un peu loin. C'est pas grave. Il y a eu la conférence de Houdini sur leurs arbres, justement, sur leur nouveau plugin pour faire des arbres. Et après, il y a Weta, la semaine d'après, qui est arrivé avec cette conférence. Et du coup, il y a eu une semaine de « Oh là là, Houdini, ils sont encore allés plus loin avec leur plugin. Maintenant, on peut faire des arbres et des plumes sur le même node. » Et d'un coup, après, il y a Weta qui arrive avec ses énormes bras, ses énormes flex. Mais bon, ça a toujours été un peu ça. Hein. Donc, ce que je voulais dire par rapport à Marie, en tout cas, c'est que le soft est très différent et du coup, il n'est pas adapté à toutes les productions, puisque justement, il fait les choses différemment. Ouais, une histoire de prix aussi, hein, parce que. Alors oui, c'est pas alors, on va dire qu'on va parler pour les étudiants et que pour les étudiants, normalement, c'est pas payant entre guillemets, puisque tu vas prendre. Marie, si. Marie, c'est payant. Ah, même pour les étudiants. Ah ouais. Je sais pas. C'est pour ça qu'on a fait que 6 mois de Marie. D'accord. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans certaines productions, ça vaut vraiment le coup. Et là, on cite Arcane, parce qu'Arcane, là, c'est la série du moment, donc qui a clairement été fait en grande partie. Des textures ont été faites sur Marie. Et on comprend parce que comme le paint est très présent dans cette série et ça forme vraiment le style. C'est le style. Ouais. C'est le style même. Et ben, tout à coup, ça a du sens de voir ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire dans Substance. Ça veut simplement dire que leur pipeline était plus adapté à le faire dans Marie. Donc il ne faut pas... voilà. Alors, juste pour revenir un petit peu sur le débat, le soft ne fait pas la texture, ça c'est sûr. Mais quand même, il faut choisir à bon escient. Il faut pas prendre un soft au hasard. Moi, ce que je conseillerais, et tu me dis si ça te paraît cohérent, quelqu'un qui veut commencer à faire de la texture, même s'il n'a pas forcément toutes les connaissances qu'on a évidemment, qui veut commencer, peut-être qu'il a déjà fait un peu de modé et qui sait quand même ouvrir des UV.
j'ai envie de lui dire, va sur Substance en premier lieu. Il y a un petit côté, ça a l'air d'être plus, tu vois, plus friendly, oui, bien sûr. Non, tu vois, c'est vachement plus accueillant. Hein. C'est plus accueillant, quoi. Ouais, si je pars par expérience, je pense quand on était en 3e année, la classe de Garance avait commencé par Substance puis Marie. Ouais. Et ils avaient beaucoup moins galéré que nous à comprendre parce que en fait tout le principe de masque en fait de peindre en noir et blanc pour laisser passer quelque chose ou pas, c'était complètement inconnu pour nous parce qu'avant nous dans Photoshop il y a quand même toujours un truc de vraiment peinture de juste on prend une couleur, on la met et voilà, et il n'y a pas de je cache ou je montre. Si, il y a les masques aussi. Ouais, mais jusqu'ici on l'avait moins utilisé, ouais, parce que on nous apprend d'abord la théorie de la couleur, des choses vraiment peinture, et moins ce principe-là de cacher ou pas. Dans Photoshop, on faisait beaucoup plus par zone. On utilisait les masques de lasso, des trucs comme ça pour juste délimiter l'endroit où on voulait peindre. Mais moi en tout cas personnellement j'utilisais pas du tout ce principe de noir et blanc. Donc Substance, pour commencer à apprendre ce principe, c'est beaucoup plus simple parce que dans Marie c'est très j'ai pas envie de dire archaïque, mais c'est austère. Faut savoir le principe et il faut savoir où chercher pour le faire. C'est l'austérité même. Ouais. Non mais là tu parles de nodal. Et en plus ils n'ont pas changé depuis des années. Juste le principe de masking. Parce que après Marie, une fois que tu l'as, je trouve que c'est un super soft, surtout pour faire. Moi dans mes projets personnels, je fais souvent. Je suis un peu un bourrin de détails et j'adore en fait voir le micro port de peau sur trucs comme ça. Donc Marie pour ça c'est génial parce que Substance maintenant est beaucoup mieux là-dessus. Que ce que c'était avant, mais Marie par exemple pour faire tu ferais pas Godzilla ou Planète des singes ou je sais pas moi, Avatar sur Substance parce que c'est pas déjà oui ce que tu sors c'est moins précis. Et surtout ça crache aussi. C'est pas exactement fait pour, mais Marie en fait te permet de faire des trucs pas forcément plus avancé, mais te donne un contrôle que Substance, je trouve, n'a pas pour faire des trucs. C'est deux philosophies totalement différentes. En tout cas, le conseil, c'est vraiment, si vous cherchez à faire de la texture et que vous voulez vraiment avancer dans le domaine, faites des choses simples. D'ailleurs, on parle de choses simples. Quel genre de choses... Enfin, je sais pas, le casque, je trouve que c'est un bon sujet, par exemple. Et encore là, on n'a qu'une seule matière, mais c'est pas mal pour regarder un petit peu tout ce qui est métal, les différents métaux et tout ça. Moi, j'aime bien dans les objets que j'utilise pour mes cours avoir 3 matières. Donc bois, ça va être bois, métal, cuir, ou bois, métal, tissu, ou tissu, pierre. Enfin voilà, et essayer de tourner comme ça. Moi, j'aime bien aussi être brosseuse parce que j'aime bien le côté Heroic Fantasy, donc j'ai souvent des petits trucs comme ça, quoi, le casque, la hache, les machins. Ça parle aussi aux étudiants quand on démarre. Et puis mais ça reste simple. Et ça reste simple. 2-3 matériaux max, quoi. Et puis après, on pousse un peu, mais voilà, c'est... Et alors, quelqu'un qui veut se lancer dans les textures de visage, les textures de peau, est-ce que c'est très, très compliqué ? Est-ce que c'est... c'est autre technique, mais dans Substance, tu parles ? Oui, restons dans Substance. Ouais, dans Substance, non. Après, dans le Substance, c'est pas mal parce qu'on peut démarrer de matériaux qui existent déjà. D'accord. Alors, c'est les Smart Materials, c'est ça ? Smart Materials, ouais. D'accord. Donc, il y a déjà des matériaux avec des ports de peau, des machins et tout. Il ne faut pas hésiter à regarder sur YouTube ou même sur les chaînes de Substance parce qu'il y a pas mal de tutos qui sont vraiment intéressants là-dessus. Contrairement à Marie où il y a beaucoup moins de matière en fait en tuto. Ouais, ça d'ailleurs je voulais revenir là-dessus. Et donc pour les ports de peau ou tout ce qui est peau, après c'est même juste travailler aussi avec les masques en fait et donc les smart masks un peu, mais surtout avec les masques de tout court que tu viens toi-même mettre dans on prend une map qu'on vient glisser dans le masque, une map noir et blanc qui va laisser apparaître genre les pores de peau, etc. Je pense que là on le voit pas trop avec le taf de Théo, mais je pense que Garance elle a des choses avec, ça arrive tout de suite. On voit le ballon. Attends, je me mets en 4K, ce sera peut-être mieux.
4K. Ouais. Oula, je sors le 4K. Pas du tout pensé à passer en 2K. Je suis en 4K Attends, tout à l'heure. en 4K depuis tout à l'heure, mais Voilà, on a des bons PC. On remercie l'école. Oui. Merci Rebecca pour Merci cette Rebecca pour les PC. Est-ce que tu peux montrer ton masque, un masque qui drive un peu la matière or, par exemple? Ouais. Attends, la matière... sur le Sur ta croix, je pense. l'arceau. Déjà, par exemple, moi, je viens de faire ça pour dire, OK, en blanc, ça veut dire que ce sera toutes les informations de métal. Et en noir, ce sera le cuir. Du coup, j'ai l'inverse pour le cuir. Pratique. Nickel. Et après, quand j'ouvre, par exemple, là, j'ai un masque pour corrompre. Enfin, je sais pas si corrompre, c'est le bon mot en français, mais pour ça marche, hein, érodé. Érodé. Usé. Pour user. C'est vrai que corrompre, quel pour user En fait, ça va pas du tout. Non, mais pour vraiment abîmer, mais en profondeur, le métal. Là, c'est pour une première couche de rouille. Je sais pas pourquoi, là, il y en a sur mon cuir, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, il le prend pas en compte. Il est caché. Plus tard. Donc ça, c'est la beauté des masques, en fait. C'est la beauté des masques. C'est que, en fait, tu peux faire des choses et à la fin, tu peux dire, mais non, mais ça, je ne vois pas, ça, je vois. Et ça, c'est vraiment ce que Substance fait bien, quoi. En fait, là, par exemple, c'est encore une fois pour me permettre de faire des edges un peu différentes. Les edges, c'est les arêtes. C'est un truc, quand on a commencé les études à Rebecca, on a tous commencé à parler avec des manières techniques. Je suis incapable maintenant de dire déplacer dans une ligne droite en français. Je dis translate. Donc, là, par exemple, je translate vers le haut mon stylet. Bref. Mes potes, ils se foutent de moi avec ça. Oui, moi aussi, mes parents, quand je rentre dans ma famille, c'est terrible. Et c'est pareil, ici, ça va beaucoup plus se voir, je pense, pour le métal. Ok. Le métal, en fait, comme ça se repère beaucoup par rapport à comment ça réfléchit la lumière. Donc là, c'est un peu vénère, par exemple. Mais on voit, quand je bouge ma lumière, qu'il y a des endroits qui sont beaucoup moins réfléchissants que d'autres. Et ce paramètre de réfléchir la lumière, c'est la roughness. Oui, exactement. Vas-y. Nice, ça me plaît. Ça me plaît que tu approuves. Et donc là, je vais regarder mon masque. Et par exemple, on voit que je donne à mon matériau des informations où je veux qu'il soit, par exemple, beaucoup moins réfléchissant. C'est les informations en blanc. Et comme ça, je peux leur donner des formes. C'est vraiment le principe de masque. Et quand je viens, là, par exemple, c'est un autre niveau de roughness. Et en fait, on vient vraiment superposer tous ces masques les uns par-dessus les autres. Et ça fait que, du coup, on a quand même pas mal de détails. On peut aller jusqu'à du assez fin. C'est un peu ça qu'on appelle le procédural de manière globale. Ouais. C'est parce que tu n'es pas allé peindre à la main forcément toutes les tâches. Moi, j'utilise ma souris depuis tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que la tablette est là, mais elle va être quand même très utilisée pour peindre un motif, justement, ou peindre un effet très particulier. Mais tu vas quand même beaucoup utiliser le système procédural de Substance. Là, on a à peu près 1h30. Je pense que j'arriverai jamais à un niveau de finition où j'ai besoin d'utiliser ma tablette. Parce que ce sera, par exemple, si je suis pas satisfaite, parce que c'est procédural, donc il y a quand même peu de contrôle. Si je veux absolument que le coin supérieur gauche soit beaucoup plus rouge que les autres, je vais y aller à la main. Comme à la main, exactement. Je perds pas de temps. Oui. Juste pour répondre, parler de Blender, effectivement, pour la peau, etc. Blender fait des choses qui sont incroyables. Blender, c'est un logiciel qui arrive à faire quand même, avec un seul logiciel, vous pouvez faire de la texture, vous pouvez faire de la modée, de l'anime, vous pouvez faire du sculpte, vous pouvez faire du rendu. Enfin, allez-y, quoi. Si vous n'êtes pas encore dans une école de 3D ou si vous êtes très intéressé par ce métier-là, Blender, c'est une porte d'entrée incroyable qui permet vraiment de toucher à tout. Il y a énormément de tutos. Alors moi, je le vends parce que je trouve que c'est un super logiciel. Maintenant, il faut dire la vérité. Blender n'est pas beaucoup dans l'industrie. Il y est, évidemment, parce qu'il y a des studios qui adorent et ils ont raison, c'est très bien. Mais on va dire dans les grosses structures, dans les grosses boîtes dans lesquelles on vient faire des films, etc., c'est pas encore installé. C'est pas... voilà. Bon, c'est vrai que c'est un super logiciel et il est gratuit. Donc, ça fait clairement, évidemment, ça fait une grosse différence avec tous les logiciels que tu dois acheter et qui sont payants. Mais une grosse société qui doit faire un gros film a les moyens d'acheter des logiciels pour faire, comme Maya, comme Substance, etc., pour faire des choses très bien. On voit bien ce qui sort en film, c'est très bien. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, Blender, quand vous commencez, c'est vraiment la super porte d'entrée. Maintenant,
Qu'est-ce qu'on pourrait dire alors pourquoi, la question ce serait, alors pourquoi ils ne font pas tous du Blender? C'est parce que Blender ne propose pas non plus tout. D'accord? C'est un logiciel qui fait tout, mais il ne fait pas tout tout en détail. Tout ce que font les autres softs n'est pas systématiquement dans Blender. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on leur demande. Tu vois? Donc, il faut dire aussi un truc, c'est que Substance est spécialisé dans plein de domaines de la texture et que, du coup, c'est très utilisé maintenant dans la production audiovisuelle. Ouais. Marie s'est spécialisée aussi avec la projection, etc. Blender, il n'est pas spécialisé. Il va faire beaucoup de choses et c'est très bien. D'accord? Donc, il ne faut pas demander à tous les logiciels de faire tout. Ce n'est pas l'idée, en fait. D'accord? Si les studios, aujourd'hui, utilisent Maya plus qu'un autre soft, machin, c'est qu'ils ont leur raison. C'est parce que le pipeline est plus adapté à ce qu'ils font, parce qu'ils sont habitués, parce que ceci, parce que cela. Je pense que ça serait compliqué, de toute façon, d'avoir un soft qui fait tout. C'est pas forcément une bonne idée, je trouve. Je pense que ce serait compliqué, vraiment. En tout cas, dans un studio qui fait un gros film, ce n'est pas la meilleure idée, en tout cas. Donc voilà. Mais en tout cas, vous, si vous avez vraiment envie de vous y mettre, voilà. C'est un bon démarrage. C'est le démarrage parfait, je pense. Simple, beaucoup de tutos, et très très puissant. On peut faire évidemment au moins la même chose que ce que vous faites là. Vraiment, allez-y. C'est vraiment une super porte d'entrée. Et puis ensuite, évidemment, il y a les écoles. Voilà. Ouais. Il y a les écoles qui voudront vous former dans les logiciels qui sont utilisés dans les studios. Ouais, la plupart des softs utilisés en studio, ils sont vus ici, hein, de toute façon, et même ça évolue. Je vois, il y a quelques années, Houdini, on en parlait à peine, et ouais, c'était là maintenant je vois qu'ils ont. On a commencé quoi ici. Il y a une spé Houdini, quoi, donc FX. C'est la meilleure spé. Voilà. T'es d'accord avec moi, Théo? On est bien d'accord. Bon, je tiens à dire que la texture n'est pas une spécialité ici. C'est vrai, c'est vrai. Donc la texture, notamment Substance, ici, on l'a attaqué très très tôt à Rubica. Hein. Ouais. Moi, je dirais, il y a plus de 10 ans maintenant, je dirais Substance. Ouais. Je sais, 2025, ouais, 10 ans. Ouais, à peu près. Enfin, moi, j'ai commencé à m'y mettre, je te dis, 2016. Non, 2000. Attends, non, 2006, tu m'avais dit. Ah non. Non. Ah, Substance. Substance, je parle. 2000, attends, peut-être 2017, un truc comme ça, quoi. Oui. Et Marie, un peu dans la foulée aussi. Voilà, mais sinon, voilà, c'est... Ok, ça marche. Écoutez, je crois qu'on a quand même pas mal fait le tour. Si vous avez encore des questions dans le chat, n'hésitez pas. On est encore là pendant quelques minutes. En tout cas, tous les étudiants, et vous compris, en fait, tous les étudiants font de la texture. Ce n'est pas une spécialité, comme on disait d'ailleurs. L'idée, c'est... de se confronter un petit peu aux médias et de faire de la texture pour voir un peu ce qu'on fait et ce qu'on aime faire. Moi, je pense que la texture, enfin moi je parle que pour moi, hein, mais la texture pour moi c'est un petit passe-temps dans le sens, j'aime bien quand j'ai un peu de temps, j'aime bien l'ouvrir et faire 2-3 broutilles parce que c'est quand on a appris au moins la base, ça détend presque, j'ai envie de dire. Peut-être t'es là, comme vous un peu, vous prenez un casque, tu fais moi, je suis bien là. T'es bien. C'est ça. J'écoute un podcast quoi, donc. C'est un peu ça. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à prendre ça un peu aussi comme ça, tu vois, à pas se stresser avec les logiciels, à prendre quelques trucs de base et venir s'amuser. Et c'est pour ça qu'on disait au début, commencez par dessiner, par peindre, par faire des choses comme ça qui vont vous détendre autour de ça, quoi. Qui vont, faire de la peinture de figurines. Ah oui, exact. Parce que moi, je m'en suis rendu compte, mais bien après, je me dis, mais en fait, ce que je fais, mon métier, c'est parce que je faisais des figurines Warhammer. Ou HeroQuest, et voilà, je m'en suis rendu compte, je me dis, en fait, complètement, quoi, c'est exactement. Comme je m'y suis remis là, il n'y a pas très longtemps, voilà, c'est assez rigolo, quoi. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Dans le chat, merci d'avoir été là. N'oubliez pas, faites un petit follow. Et puis, on se voit, alors, en tout cas, pour ce qui est de l'animation, on se voit bientôt, dans environ 1 mois de ça, pour parler certainement du sculpte ou de l'anime. On ne sait pas encore dans quel sens ce sera. Et ce sera avec d'autres intervenants et d'autres étudiants. Merci Antoine à la régie. Et puis, je vous dis à bientôt, à très vite. Salut. À très bientôt. Allez, ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Merci.